Marseille, elle a toujours été nourrie d'une sorte de fascination et de dégoût. Elle a une image trop ambivalente, hyper chelou, genre ah ouais c'est génial les calanques, et en même temps c'est vrai que c'est une ville pauvre, Marseille, et tu le vois. Ça te transperce tous les jours, quoi. Par exemple, moi, à chaque fois que je dis que je viens de Marseille, j'ai envie toujours... Enfin, je sais pas, ça provoque toujours un sentiment d'hyper-curiosité, où par exemple, on te parle toujours du grand banditisme, mais genre qui est rattaché aux années 90. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Sarah Fiaschi est une artiste plasticienne. Son travail est peu commun. Il mélange la biologie et l'art. Sarah questionne le vivant. Sarah a également œuvré dans l'ombre et sous terre pour travailler sur la réplique de la grotte Cosquer, qui se situe à la Villa Méditerranée. Dans cet épisode, elle revient en détail sur ce chantier hors du commun. Je vous laisse découvrir ce témoignage sincère et authentique de Sarah Fiaschi. Bonne écoute! Je suis Sarah Fiaschi, je suis artiste plasticienne et je travaille aussi avec des associations et des entreprises pour les aider à développer leurs projets. À côté, je suis présidente d'une association qui s'appelle la Fédération artistique de Marseille. Je suis née à Alès, dans les Cévennes, dans le Gard. Et j'ai grandi du coup entre le 307, ce qu'on appelle le 307, le Gard et l'Ardèche. Et j'ai grandi aussi 10 ans à Reims. Je suis arrivée à Marseille en 2016 pour finir mes études parce que j'ai fini mon master aux Beaux-Arts de Marseille. J'avais une image de Marseille très urbaine parce que j'avais deux de mes cousins qui vivaient là à l'époque, un qui faisait du graffiti et un qui faisait du rap. Et j'ai grandi en écoutant beaucoup de musique, beaucoup de rap, AKH, la Funky Family, donc j'avais une image très hip-hop de Marseille. Mon sentiment à propos de Marseille a pas mal évolué, parce que c'est vrai qu'il y a cette urbanité de masse à Marseille qui m'a toujours vachement plu, avec beaucoup de lieux alternatifs, etc. Et au fur et à mesure, il y a pas mal de ces lieux, après les effondrements d'Aubagne, qui ont fermé. Enfin, ça a redynamisé d'une autre manière, mais un peu plus morose en fait le centre-ville. Je vis dans le quartier de Perrier, le bas Perrier, exactement dans la rue du Rouet, à côté du parc du 26e centenaire, et c'est un quartier que j'affectionne beaucoup. J'ai toujours vécu là-bas parce que c'est une petite rue assez calme avec plein de commerçants, c'est proche du centre, mais en même temps ça reste un quartier assez calme et dynamique, c'est très familial. Je suis plasticienne. J'ai une pratique d'artiste avec un travail que j'élabore en atelier, etc., des expositions, des résidences. Et à côté, j'ai aussi travaillé sur des chantiers de construction de décors, notamment avec la grotte Cosquer. J'ai aussi fait du montage d'expos et je travaille aussi à côté avec des associations où je fais ou du community managing, donc plus de la communication, mais des fois j'aide certains de ces lieux à développer des projets de partenariat avec d'autres lieux, plus de l'administration, etc. Et alors un projet sur lequel j'ai travaillé là pendant l'été, donc jusqu'en juin, c'était le projet de la grotte Cosquer, donc la construction de la réplique de la grotte Cosquer qui est à la Villa Méditerranée, donc était un gros chantier dirigé sur le gros œuvre par Eiffage. C'était la première fois que je me retrouvais dans un chantier de cette configuration-là, parce que c'est vraiment
immense, il y avait beaucoup d'équipes, beaucoup de matériaux, beaucoup de machines, on était tout le temps en train de lever les pieds. Enfin, tu peux pas te balader sur le chantier sans regarder autour de toi en haut, en bas, à droite, parce que en fait, il y a un mec qui saute, parce qu'il y a un mec qui découpe, parce qu'il y a un mec qui fait de l'élec, parce que il y a un autre gars qui projette du béton, et moi, en fait, j'étais dans la partie plus sculpture, habillage. Donc nous, on s'occupait on était une quinzaine d'artistes peintres, en fait, à s'occuper de la qualité des concrétions, c'est-à-dire une ressemblance qui soit la plus proche possible du naturel. Du coup, beaucoup de peinture, beaucoup de résine, beaucoup de silicone. C'était un chantier avec des produits pas très écolos. Bon, c'est vrai qu'au bout d'1 mois et demi de résine, t'en as marre, quoi, de respirer de la résine. Mais après, c'est vrai que j'avais jamais travaillé à cette échelle-là parce qu'on était, la grotte Cosquer, c'est vraiment sous terre. Donc, c'est un chantier sous terre qui reproduit une grotte. Donc, il y avait vraiment une ambiance où, à partir du moment où t'étais sur le chantier, t'étais plongé dedans et voilà. Et puis, en plus, il y avait une émulation autour de nous en permanence, du bruit. Enfin, c'était ultra vivant. Moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, la grotte Cosquer, c'est un montage des plus belles pièces qui ont lieu dans la grotte Cosquer, l'original. Mais du coup, comme il a fallu le transposer à la Venia Méditerranée, il y a eu comme un film, en fait, il y a eu un montage. Donc, certaines pièces sont sélectionnées. Moi, j'ai bossé plutôt sur des concrétions. Ça peut être des drapés, ça peut être des façades, ça peut être... Enfin, vraiment, il faut se dire que tout a été fait au moins 10 mains. Parce que tu peux pas... Il n'y a aucune concrétion qui a été faite uniquement par un artiste. On a tous travaillé sur le travail de l'un ou de l'autre. On a plus qui était spécialisé dans les peintures, dans les patines. Moi, j'étais plus du côté de la sculpture et de la résine et du texturage. Donc c'est vrai qu'en fait, on a tous travaillé au fur et à mesure l'un après l'autre sur chaque pièce. Donc je peux pas vraiment dire où j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé sur plein d'endroits. Et voilà, oui, le principe, c'était d'avoir un réalisme le plus proche des concrétions, en sachant que nous, on avait une somme d'images qui avait été faite dans la grotte Cosquer dans l'original, une réplique 3D de la grotte, plus derrière des spéléologues qui venaient en fait regarder notre travail, avec qui on pouvait discuter sur le réalisme de ce qu'on était en train de produire, le rapport à l'eau, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est sèche, est-ce que les concrétions sont mortes ou sèches, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore des dépôts de calcite. Donc on était vraiment sur un travail de reproduire avec des matériaux qui sont pas ceux que tu peux trouver dans les grottes, ce même principe en fait d'humidité, de bosselage, de creux, de suie qui s'insère dans des fissures. Enfin voilà, il y avait une recherche du détail qui était assez précise, et c'était le but en fait de la réplique. En fait, de là où je viens dans les Cévennes, il y a une grotte qui s'appelle la grotte de la Cocalière. Et en fait, dans mes potes, dans tous les... C'est un peu le numéro 1 du tourisme dans le coin. Donc en fait, on a tous travaillé ou en tant que guide, ou là-bas, à vendre des billets, etc. Et on a tous vu la grotte de la Cocalière, genre, des dizaines de fois. Et moi, c'est vrai que c'était un milieu qui m'a toujours intéressé. Genre, la spéléologie, et en tout cas les concrétions... l'apparition, en fait, grâce au temps de ces mécanismes rocheux, ça a toujours été un truc qui m'avait intéressé. Et moi, dans mon travail, en fait, c'est comme ça aussi que j'ai été prise à la grotte Cosquer. C'est que moi-même, j'avais déjà dessiné des stalactites. Enfin, j'avais pas dessiné, j'avais sculpté des stalactites. C'est un de mes travaux qui m'a servi pendant mon diplôme. Enfin, que j'ai présenté pendant le diplôme. Et voilà, donc du coup, j'avais déjà essayé de reproduire des stalactites et des stalagmites, mais en exagérant le trait et en les rendant grotesques. Donc j'avais déjà... ce travail aussi de résine, de plâtre, de patine, de peinture. Donc je leur ai montré ça et ils m'ont dit « Ah bah c'est super, oui, viens », parce qu'ils avaient besoin de renfort en fait. Parce que le chantier a duré... Il me semble que le chantier au total a duré 14 mois, sans compter le gros œuvre, vraiment la partie déco. Et moi, je suis vraiment arrivée en renfort sur le dernier mois et demi parce que c'était le rush et qu'il fallait ouvrir le 2 juin, que c'était la date officielle. C'était une dimension humaine hyper enrichissante, mais moi, je pense en termes difficulté, travail physique en permanence, parce que tu te plies en deux, parce qu'il faut aller chercher la concrétion, donc t'es obligé de te tordre. Puis c'est du travail où, en fait, t'es toujours à soulever des seaux. T'es dans un truc où t'as un masque en permanence sur la tête. T'es... emmitouflé dans des vêtements pour pas que le silicone ou que la résine te touche, parce que c'est des produits corrosifs. Donc ouais, c'est un travail et je l'aurais bien fait un peu plus, mais j'aurais pas fait 14 mois. Franchement, c'est trop... c'est vraiment une dimension du spectacle qui est vraiment dure physiquement, je trouve.
En fait, dans mon travail plastique, moi, j'ai toute une réflexion autour de la question du vivant et de qu'est-ce qu'on peut mettre en avant dans les choses qui vont être plutôt invisibles. Et en fait, je m'intéresse au biotope de la peau, c'est-à-dire à la qualité de la peau et à comment, en fait, notre peau est constituée d'un ensemble de micro-organismes, que ce soit des champignons, des bactéries, qui permettent, en fait, à ce que la peau fonctionne normalement. Et on est tous recouverts en permanence d'un nombre incalculable de micro-organismes. Et c'est ce qui fait que voilà, tout se passe bien et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai toujours eu un travail un peu entre la science et l'art. Et je me suis servi de techniques de labo, de bio. Donc en fait, de la culture sur des boîtes de pétri pour aller extraire des prélèvements que je faisais à la base sur des copains, sur moi, sur des gens avec qui j'ai bossé en résidence, par exemple à Sainte-Marthe. À Grasse, il y a une résidence dans un lieu qui s'appelle Tetris, qui est un tiers-lieu. Et là, pareil, j'ai fait une sorte de cartographie humaine des biotopes des résidents et des gens de passage. Donc ces cultures sont mises dans des boîtes de pétri qui sont ensuite mises dans une couveuse pour maintenir un taux d'humidité et une température constante pendant au moins 24 heures, parce que c'est ce qui me permet d'avoir des résultats visibles à l'œil nu. Et à partir de ça, donc je fais des photos, je peux scanner, je fais sécher, enfin j'ai plein de processus après à droite à gauche, et ça me permet de faire des images. La FAM, c'est la Fédération artistique de Marseille, qui a été développée à partir de 2020, en fait, qui fait suite au PACOF. Donc le PACOF, c'est le Printemps de l'Art Contemporain, qui est un grand festival marseillais, mais version off, quoi, comme Avignon. À la base, c'est un projet collectif qui émane de différents lieux autogérés sur Marseille, des ateliers, en fait, qui font pas partie du PAC, et qui avaient besoin et qui avaient envie, en fait, de produire dans leur lieu des expositions, d'être visibilisés, d'inviter le public, de rencontrer les partenaires locaux, etc. La FAM est une association gérée par 3 personnes, Morgane Hoffner, Julie Duron et moi-même, et à savoir qu'on est toutes artistes plasticiennes ou web designers, donc c'est ça aussi qui fait un peu la singularité du projet, c'est que on travaille avec des artistes. En étant des artistes, en mars 2022, on a fait notre premier événement à Bureaupolis, où moi, à l'époque, j'avais mon atelier, et Morgane aussi, Morgane Hoffner, qui fait aussi partie de la FAM, avait son atelier là-bas. Là, on a mis nos premières actions en place, c'était les rencontres professionnelles. Donc, on invite des artistes à rencontrer des opératrices culturelles. Ça peut être des commissaires, ça peut être des directeurs de festivals, ça peut être des directrices de lieux, de résidences. Le but, c'est que chacun vienne avec son portfolio ou des pièces à présenter et qu'il y ait une conversation qui s'engage. Je vais intégrer l'atelier Pantera en janvier. Pantera, c'est une association, pareil, loi 1901, qui est un atelier autogéré, qui se trouve rue Sainte-Marie, donc derrière le boulevard Chave. Chacun a sa propre pratique, mais c'est vrai qu'il y a des dynamiques que tu peux retrouver dans Pantera, qui sont l'objet de consommation, la réflexion autour de la question de la femme, de la sexualité, de la question du genre. Moi, je trouve qu'il y a une vraie solidarité, dans le sens où il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de choses. Et du coup, tu arrives assez facilement à Marseille à rencontrer des gens avec qui tu peux travailler sur le long terme et développer un regard sur ce que tu fais, sur ce qu'on est capable de faire, sur... Ouais, il y a une vraie dynamique collective. Et je trouve ça assez intéressant. Enfin, moi, toutes les expériences d'atelier que j'ai faites, je me suis toujours sentie... je sais pas, écoutée, reçue... je sais pas, me donner des tips sur des questions techniques, sur des références. Enfin, je trouve qu'il y a eu une sorte de cordon ombilical qui s'est pas vraiment détaché de enfin, c'est plus du tout la même chose qu'à l'école, hein, c'est sûr, mais il y a quand même ce truc d'entraide, de facilité de produire. Quel est le lien entre mon travail et Marseille ? Alors, au début, quand je suis arrivée à Marseille en 2016 et que je sortais des Beaux-Arts de Toulouse, je travaillais déjà beaucoup sur la question du paysage. J'étais pas sur le vivant encore. Je commençais, j'avais déjà un peu travaillé sur des mouches et des trucs bizarres qui venaient de labo, mais j'étais pas encore trop là-dedans. J'étais vraiment sur la question du paysage. Et du coup, ça a tombé un peu sous le sens quand je suis arrivée à Marseille de me retrouver à Lumini, aux Beaux-Arts de Marseille, entourée de nature. Mais c'est vrai qu'il y avait un autre truc aussi, moi, qui m'a plu aux Beaux-Arts, c'est que, en fait, il y a le CNRS juste à côté, et notamment des labos de bio.
Ça tombait bien. Donc c'est vrai que moi, ça m'a permis aussi la proximité avec le campus d'aller plus explorer les facs et de rentrer au CNRS et d'aller regarder comment les chercheurs bossaient et d'aller récupérer des échantillons de mouches drosophiles. Enfin, vraiment, j'ai eu une chance de fou d'intégrer des labos, notamment un labo qui est celui du Thomas Lecuy, qui travaille en fait sur l'embryogenèse, donc c'est-à-dire comment l'embryon se développe. Et j'ai vu des outils incroyables, enfin des technologies que j'avais jamais vues, puis ouais, un autre univers. Mais en même temps, l'univers de la recherche, qui équivaut aussi un peu aux Beaux-Arts, où t'es tout le temps en train de chercher. Alors eux, ils ont une problématique à laquelle ils doivent répondre, nous, on construit des problématiques. Mais c'était marrant, en fait, ce jeu, cette transversalité entre les Beaux-Arts purs et la science. Alors moi, j'ai un petit penchant d'un endroit assez aspirant qui est le col de la Gineste. Parce que c'est la partie est de Marseille et quand on est sur le col de la Gineste, en fait, on voit tout le campus de Lumini. Et moi, je suis pas une grande fan des calanques. Alors je sais que c'est pas très bien de dire ça à Marseille, c'est mal vu, mais je sais pas, il y a un côté surcoté pour moi. Et il y a toujours trop de monde. Et en fait, quand tu vas plus dans les montagnes, et que tu vas plus vers le col de la Gineste et que tu redescends plus vers Cassis, vers Aubagne et tout ça. Mais il y a quand même le côté garrigue, le côté promenade, rocailleux. Et puis t'as un panorama du col de la Gineste qui est vraiment incroyable. Et ça, c'est un super spot. Alors ça, c'est pour les spots un peu plus, on va dire, paysage, environnement, extérieur de la ville. Mais en fait, je me suis rendu compte en étant à Marseille que ça m'urbanisait. Que de plus en plus... En fait, j'étais venue à Marseille pour le paysage, pour la nature, etc. Et en fait, depuis que je vis à Marseille, je suis de plus en plus une urbaine. et c'est vrai qu'un coin que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, c'est les docks. J'aime bien ce côté Joliette, alors là pour le coup avec la mer, mais côté dock plus industriel. Il y a un vrai patrimoine industriel aussi à Marseille. C'est le côté architecture, les paquebots, les engins, les cheminées, je sais pas, les anciennes usines. En fait, tu vois pas mal d'anciennes usines quand tu vas plus vers National, Bougainville, vers les docks, vers les stacks. Je sais pas, il y a un truc, ce côté presque, c'est un peu bête de dire ça, mais un peu ce côté siècle passé, tu vois. Mes petites habitudes, moi je suis très férue et friande de vernissage. Je vais beaucoup à Sissi, rue du Coq. Très bonne adresse, je vous le conseille. Je vais à V aussi. En fait, je vais dans tous les ateliers un peu que je fréquente assez naturellement, à Pantera, à If. Voilà, je me balade. Arcade aussi, j'y vais pas mal. Il y a des lieux que je découvre au fur et à mesure. Il y en a plein que je connais pas encore. C'est fou le nombre de lieux qu'il y a à Marseille. Mais c'est vrai que je suis pas mal féru de ça, le jeudi, Culot 13, là je suis allée à Culot 13 récemment, la semaine dernière, j'y étais pas allée encore. Quelle est ma relation avec les Marseillais ? C'est vrai que je fréquente pas beaucoup de Marseillais. Alors là, dans l'équipe de la femme, il y a une vraie Marseillaise qui est née à Marseille. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de... En fait, moi, tous les gens que je fréquente à Marseille sont pas des Marseillais d'origine. Je sais pas, pour moi, Marseille, c'est tellement cosmopolite. C'est quoi un Marseillais, en fait ? Je sais pas répondre à cette question. Je pense pas que je me sente marseillaise. Alors que je pourrais me dire... Il y a plein de gens qui disent ouais Marseille d'adoption, mais parce que est-ce que tu vis dans une ville ? Est-ce que c'est une question de je sais pas d'habitude, de comportement, de connaissance de la ville ? Je pense que j'ai une assez bonne connaissance de la ville, mais est-ce que ça fait de moi une Marseillaise ? Je sais pas. Moi je sais pas ce que c'est qu'un Marseillais. Eh bien on en a tellement l'image cliché que tu peux avoir à la télé que c'est je sais pas, moi, tu vois, par exemple, les premières années où j'étais à Marseille, j'avais toutes mes copines et tous mes copains qui venaient à Marseille. Mais genre, tous les étés, je recevais des gens qui venaient de Paris, des gens qui venaient de ci, de là, machin. J'ai vraiment eu un défilé de tout le monde et vraiment, il y avait un peu cette curiosité de « Ah, mais où est-ce qu'on voit des cagoles ?» Tu vois, et ce truc, c'est en mode, je sais pas, tu vois, c'est un peu le zoo, quoi. Et à la fois, c'est drôle, et à la fois, je le comprends, et à la fois, je le conçois. J'en parlais à un copain, d'ailleurs, hier, c'est vrai qu'il y a une bonne couche de fous à Marseille. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment des cagoles dans le cliché un peu télé-réalité et tout, tu vois. Je pense qu'il y a... C'est vrai qu'à Marseille, ça zone pas mal, et il y a une bonne couche de gens où tu te dis, mais... Qu'est-ce qu'ils font de leur vie ? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Qui sont-ils ? Tu vois, j'ai plein de coups de gueule. En fait, de l'exotisme qu'on fait autour de Marseille. Tu vois, la vision un peu de « Ah, Marseille, c'est génial !» Enfin, oui, Marseille, c'est génial, c'est sûr, mais c'est... Je sais pas, je trouve qu'il y a toujours... Marseille, elle a toujours été nourrie d'une sorte de fascination et de dégoût. Elle a une image trop ambivalente, hyper chelou, genre « Ah ouais, c'est génial, les calanques !» Et en même temps, c'est vrai que c'est une ville pauvre, Marseille. Et tu le vois.
Ça te transperce tous les jours, quoi. Et du coup, il y a ce truc un peu de donneur de leçons qui viennent un peu t'expliquer que c'est bien, mais qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça, ou que la culture, ça devrait être comme ci ou comme ça. Et je sais pas, ouais, ça m'a toujours un peu dérangé parce que, par exemple, moi, à chaque fois que je dis que je viens de Marseille, j'ai envie toujours, enfin, je sais pas, ça provoque toujours un sentiment d'hyper curiosité, où par exemple, on te parle toujours du grand banditisme, tu vois. Mais genre, qui est rattaché aux années 90, quoi. Et tu te dis, bah, ouais, mais, enfin, moi, je le vois pas, tu vois. Enfin, c'est pas du tout un truc que je vis. Après, moi, j'ai pas la télé, je regarde pas les infos, et je lis très peu les journaux, ou alors que des journaux extrêmement spécialisés, donc, c'est vrai que je suis écartée un peu de ces questions de faits divers, et c'est à chaque fois que je rouvre la télé qu'en fait, je tombe sur des faits divers à Marseille, des trucs, c'est vrai, des trucs, tu vois, mais je me dis, ça doit exister dans les autres villes. C'est juste que Marseille, c'est toujours la ville sur laquelle c'est facile de casser du sucre. Ce que j'aime le plus à Marseille, c'est la réponse que tout le monde a, je pense, c'est la mer. Je pense que ça, tu peux pas y couper. Moi, j'aime bien ce côté très mixte. C'est vrai que il y a un mélange tellement fou, et en même temps, tout est très sectorisé à Marseille. Enfin, je veux dire, quand tu te balades entre Belzins et Noailles, et ben c'est pas ce qui se passe au Courjus, et c'est pas ce qui se passe à Chaves, et c'est pas non plus ce qui se passe en Doum, et c'est pas non plus ce qui se passe au Roucas Blanc. Enfin, c'est marrant parce que à la fois c'est mixte et pas du tout Marseille. C'est à la fois très ghettoisé et en même temps, bah, il y a une sorte de, enfin, tu peux passer à plein d'ambiances complètement différentes. Alors, mon premier souvenir de Marseille, et c'est vrai que j'ai un souvenir du parc Longchamp. Tu vois, t'as ce super palais Longchamp, t'as ce grand bâtiment et tout, et tu montes les escaliers, et en fait, derrière le parc Longchamp, il est tout petit. C'est marrant parce que tu vois, la première impression que ça m'a fait, c'est de dire, ouais, c'est un truc énorme, ce palais et tout. Tu vois, c'est le Versailles de Marseille, quoi. Et en fait, t'arrives derrière, t'as un tout petit parc. Enfin, t'as juste la fontaine devant et 3 petites marches. Et je me souviens de ce truc en mode, ah bah, tu vois, mais en même temps d'être dans un super beau lieu. Et je pense que l'odeur, pour moi, qui symbolise le plus Marseille, c'est malheureusement l'odeur des égouts. Et par contre, une odeur positive, en tout cas plaisante, c'est la fleur d'oranger. C'est un parfum que j'ai découvert à Marseille. Les navettes, tout ça, l'anis, enfin vraiment les parfums provençaux, quoi. Provençaux et méditerranéens très largement. Marseille, pour moi, c'est les bad boys de Marseille, d'Akash, souvenirs d'albums de rap, où pour moi, c'était ça, quoi. C'était la FF, Laura Luciano, Akash, Sat, enfin vraiment le hip-hop des années 90, en fait. Et ouais, les bad boys de Marseille sur l'album Mathémathèque, qui est juste génial comme album. Je pense que ce que je pourrais dire de plus sincère, en tout cas à propos de Marseille, ce serait de venir empli de curiosité. Et ouais, ça me paraît essentiel comme idée, comme notion, de venir avec de la curiosité et de la surprise et se laisser porter par Marseille, en fait. Un grand merci à Sarah de nous avoir partagé sa facette marseillaise. Pour en savoir plus sur son travail, je vous invite à la suivre sur Instagram @Sarah_Fiaschi FIASCHI et sur le compte Instagram de la femme @femme FAM 13 ASO. Tous les liens et les références de cet épisode sont à retrouver dans la description. Et avant de vous quitter, je vous invite à aller vous balader et à découvrir les lieux artistiques que Sarah a mentionnés dans cet épisode. Pantera, Sissi, Galerie V, If, Arcade, Culot 13. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!